Bonjour tout le monde, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau webinaire. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à couvrir, ce qui fait qu'on ne va pas tarder à commencer immédiatement. Je dois juste rappeler que pour poser des questions, il faut utiliser le chat qui est là, ou si vous voulez faire un commentaire. Je m'arrêterai de temps en temps pour pouvoir prendre les questions qui sont posées. Je fais le maximum pour répondre à toutes les questions qui sont posées. S'il y en a que je n'arrive pas à couvrir pendant le temps du webinaire, je vous promets que je vais pouvoir répondre à ces questions après. Donc, il ne faut pas hésiter à poser vos questions dans le webinaire, dans le chat. Toutes questions que vous avez, je m'arrêterai de temps en temps pour pouvoir y répondre. Aujourd'hui, on a un thème qui est assez intéressant et qui est parfois aussi complexe, d'employé à employeur, d'employé à entrepreneur. Comment réussir sa transition? Et c'est un thème qui est toujours intéressant. Alors, ça me fait plaisir de pouvoir couvrir ça aujourd'hui dans notre série de webinaires qu'on a commencé depuis le mois de mai. Si vous avez raté certains webinaires dans le passé, je vous encourage fortement à aller voir les replays. Si vous n'arrivez pas à accéder aux replays, parce que pour certains, il faut que vous ayez été inscrit à ce webinaire pour pouvoir avoir accès aux replays. Sinon, laissez-moi savoir, je pourrais vous donner accès à partir du compte YouTube où vous pouvez aller les revoir. Alors, on va commencer tout de suite, comme j'ai dit, parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à couvrir. Pour commencer, d'abord, je voudrais remercier la Fondation Trillium qui nous a donné le financement, qui nous permet de vous apporter ces webinaires, surtout ce programme Essor dans l'ensemble, qui est un programme qui est vraiment destiné aux personnes qui veulent se lancer en affaires ou qui sont déjà en affaires et qui ont besoin d'appui pour la commercialisation. Alors, on remercie vraiment du fond du cœur la Fondation Trillium de l'Ontario parce que grâce à son financement, on peut vous apporter la plupart de ces services gratuitement. Le programme ESSOR, comme je mentionne, donc c'est un programme qu'on pilote depuis l'année dernière, qui est un programme qui appuie vraiment les entrepreneurs, qui vous permet d'avoir des conseils gratuits et personnalisés, de l'accompagnement sur mesure pendant tout votre processus, peu importe le niveau où vous êtes en entrepreneuriat. Ça peut être que vous êtes juste au niveau de l'idée ou vous avez plusieurs idées, vous ne savez pas par où commencer. On peut vous aider, on peut vous appuyer là-dessus. Ou c'est que vous avez déjà démarré, mais vous éprouvez quelques problèmes. Vous pouvez nous contacter, on peut vous appuyer là-dessus. L'autre aspect qu'on veut vraiment couvrir, l'année dernière, on a couvert un peu les questions de financement d'entreprise, on a organisé des sessions de réseautage, on a offert beaucoup d'accompagnement individualisé à plus d'une soixantaine d'entrepreneurs. Mais l'autre chose sur laquelle on va mettre beaucoup d'accent cette année, c'est vraiment au niveau de la promotion des entrepreneurs, parce qu'on constate qu'il y a souvent un besoin énorme là-dessus, où parfois les entrepreneurs, eux, ils créent, ils mettent les services en place, ils sont occupés, n'ont peut-être pas le temps d'aller se faire connaître et puis de faire leur publicité là-dehors. Donc, on va offrir toute une série d'outils et de services pour aider à la visibilité de nos entrepreneurs. Alors, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à vous joindre à nous pour pouvoir bénéficier de ce service-là. Il y a aussi un accès privilégié à des salons d'affaires. Il y en a qu'on va organiser nous-mêmes. On a fait un au mois de décembre. Il y avait à peu près 37 entrepreneurs qui étaient là, qui ont pu bénéficier de ça et qui ont apprécié. Donc, à partir du mois de septembre, on va commencer à en avoir un physiquement au Living Arts Center, une fois par mois. Et donc, on encourage beaucoup beaucoup d'entre vous là, si vous avez besoin de vous faire connaître, exposer vos services, vos produits, de pouvoir participer, ça pourrait être une fois, comme je dis, une fois par mois, on sera là. Vous pouvez être là tous les mois ou vous pouvez choisir les mois qui vous arrangent, mais on a déjà organisé d'être là une fois par mois. On a aussi d'autres ressources qu'on développe, bien sûr, la plateforme dont je parle tout le temps pour ceux qui ont participé dans les webinaires passés.
qui va être une plateforme lancée cette semaine au plus tard, je crois, pour pouvoir faire connaître les entrepreneurs et donner vraiment cette présence en ligne à nos entrepreneurs. Donc, même si vous n'avez pas de site Internet, c'est pas grave, vous allez pouvoir utiliser ça. Ça sera votre site Internet à l'intérieur de la plateforme. Donc, surveillez nos annonces sur notre page Facebook pour avoir les informations là-dessus. Donc, vous pouvez nous rejoindre, comme vous savez, au 905-366-1017. On est retourné au bureau depuis 2 semaines. Donc, on peut continuer à offrir des services directs. Si vous ne pouvez pas venir en personne, on le fait aussi par téléphone, sans problème pour vous accompagner. Comme j'ai dit, peu importe le problème que vous avez, on a un réseau de partenaires autour de nous. Ou si la problématique que vous avez au-delà de notre expertise ou au-delà de nos ressources, on peut vous référer à des partenaires qui ont peut-être plus l'expertise dans votre problématique et qui vont se faire un plaisir de vous aider pareil. Ce qui nous arrange parce qu'ils ont déjà développé l'expertise, on n'a pas besoin de la redévelopper. Alors, on vous encourage fortement à devoir faire appel à notre service pour pouvoir avoir votre appui, pour qu'on puisse vous accompagner. Alors, le programme ESSOR, comme je disais, c'est un programme qui veut vraiment accompagner les entrepreneurs de notre communauté francophone, des minorités, les immigrants, tous ensemble, là, les femmes noires, ainsi de suite. On a voulu, dans cet ensemble de webinaires, de mettre un petit peu l'accent sur ceux qui veulent démarrer ou qui ont commencé à démarrer, mais qui soit éprouvent des difficultés, soit ont juste besoin d'un petit peu plus de coups de pouce, ont besoin de plus d'informations sur certains aspects. Jusque-là, on s'est concentré sur le démarrage d'entreprise en général, l'entrepreneur en général qui décide de démarrer son entreprise. Mais petit à petit, on est en train de s'avancer vers des thèmes un petit peu plus spécifiques. Jusque-là, on a abordé des thèmes comme y a-t-il un business dans mon idée d'entreprise, comment faire une étude de marché efficace, opérer son business de la maison, plan d'affaires versus plan d'action. Et donc, ça, c'est un petit peu des sujets plus génériques qui s'adressent à tous les entrepreneurs, peu importe. Mais parce que depuis l'année dernière, comme j'ai dit qu'on offre le service, j'ai constaté quand même que pratiquement 8 sur 10 des entrepreneurs qui font appel à nos services, qui font appel à nous, sont des personnes qui, quand bien même leur idée soit n'a pas encore démarré ou a démarré, mais c'est des personnes qui ont un travail et qui contemplent l'entrepreneuriat, mais pour des raisons X, Y, pour des questionnements, des peurs et toutes sortes de choses, n'ont pas encore démarré. Or, c'est quelque chose qu'on veut vraiment corriger parce que c'est vraiment la problématique qui est au cœur de pourquoi on a voulu le programme ESSOR. Parce qu'on veut vraiment influencer sur le développement économique de notre communauté, encourager qu'il y ait l'impact économique de notre communauté. Et il n'y a pas meilleur impact économique dans une communauté que l'entrepreneuriat. Et parce qu'on parle d'entrepreneuriat ici, comme j'ai toujours dit, il faut bien qu'on s'accorde sur de quoi on parle quand on parle d'entrepreneuriat. Quand on parle d'entrepreneuriat, c'est pas vraiment la question de quelqu'un qui peut-être a un travail à temps plein et veut juste une petite activité de côté qui peut lui ajouter des revenus, qui peut lui ajouter quelques sous. Et donc, si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. On parle vraiment d'entrepreneuriat comme cette action-là qui recouvre des activités qui concourent à la formation et la croissance d'une entreprise, dont la conséquence première est la création de valeur, qui veut dire créer de la richesse ou de l'emploi. Parce que c'est vraiment de cette façon qu'on va faire une différence dans notre communauté. L'entreprise elle-même, par définition, c'est une structure légale dont l'objectif est de proposer des biens ou des services ou une expertise dans le marché, moyennant de l'argent qui est en retour distribué pour créer un impact économique. Et il n'y a que vraiment de deux façons qu'on crée cette richesse-là de la valeur. On crée la richesse à travers les emplois qu'on va créer
parce qu'on va permettre à d'autres personnes de pouvoir s'épanouir professionnellement et pouvoir générer des revenus, de la même façon qu'on le fait pour soi-même. Et en même temps, on offre des produits ou des services qui aident au niveau de la vie quotidienne de tout le monde. Donc, on s'entend que quand on parle du programme d'entrepreneuriat, le programme ESSOR, on veut plus se concentrer sur cet aspect-là. Comme je dis, oui, on comprend que il y a des personnes qui veulent souvent être, comme on dit communément, arrondir la fin du mois et donc essayer de faire des activités sans incidence. C'est l'exemple de peut-être quelqu'un qui travaille à temps plein et puis a 5 000 $, essaie de voir comment on va multiplier son 5 000 $ et puis on lui dit, ben tiens, il y a des sacs, donc tu peux commander des sacs en Chine ou je ne sais pas où là, et puis essayer de les vendre. Cette personne-là, normalement, la différence entre l'entrepreneur et l'autre personne qui essaie juste de générer des revenus, c'est que c'est quelqu'un qui va peut-être prendre son 5 000 $, si chaque sac est à 10 $, va peut-être commander 50 sacs, mais elle va apporter les sacs, va les avoir là dans son garage, dans sa maison, et puis les vend quand les vend. Si la personne arrive peut-être juste à écouler 50 et qu'il lui reste 450 sacs, les sacs peuvent traîner là pendant 1 an, 2 ans, et l'inventaire continue de traîner. Parfois, ça dérange juste parce qu'on n'a pas récupéré son argent, mais ça n'arrête pas la vie de cette personne. La personne continue d'aller travailler et puis essayer de voir le jour où je vais écouler les sacs, je vais écouler les sacs. Ça, c'est pas vraiment un esprit entrepreneurial et c'est pas de cet entrepreneuriat-là dont on parle. Ça, c'est une activité vraiment juste une activité financière là, de génération de revenus, ce qui est très différent de l'entrepreneuriat. Ici, on parle vraiment de l'entrepreneuriat où quelqu'un qui va s'engager, la même personne qui va vouloir commander les sacs, mais avant de commander les sacs, va vouloir analyser les conditions, les meilleures conditions pour commander les sacs, quels sacs, et comment ça peut se faire, à qui peut les vendre, et si toutes les conditions sont bien remplies, c'est là que la personne va commander les sacs, parce que la personne s'engage à vouloir les écouler peut-être dans 1 mois pour pouvoir faire une autre commande et continuer cette activité-là encore et encore et encore et encore, et donc bâtir toute une entreprise autour de cette activité. C'est de ça qu'on parle ici. Et comme je disais, donc, on constate qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent et puis qui ont des idées qui peuvent être des bonnes idées, qui peuvent devenir des entreprises importantes, qui peuvent créer de l'emploi, qui peuvent générer de la richesse et qui peuvent apporter une valeur dans nos communautés, mais que ces idées-là traînent dans les tiroirs ou traînent dans les têtes des gens pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, parce que la personne n'ose pas démarrer, parce que la plupart du temps, il y a toutes sortes de peurs qui sont autour de l'idée de faire le saut et d'aller en entrepreneuriat. Et parfois aussi, l'idéal, ce qu'on veut aussi, c'est que c'est des personnes où, à un moment propice, vont peut-être quitter leur emploi et vont venir gérer leur entreprise à temps plein parce qu'il y a une plus grande valeur à gérer leur entreprise que de garder leur emploi et de prendre cette idée-là. Parfois, ça peut être que l'idée même a une plus grande valeur pour les personnes elles-mêmes, que peut-être là où tu travailles, tu ne peux générer que peut-être 60 000 $, mais si tu mets ton idée d'entreprise en marche, peut-être que là, tu peux passer à 250 000, 300 000 $ par année que tu génères de revenus, et ce qui augmente quand même tes revenus et qui donne une meilleure valeur au niveau de ta vie et au niveau de l'économie en général. Alors, c'est pour cela que j'ai pensé que ce serait intéressant d'avoir ce webinaire-là pour essayer d'adresser un petit peu les questions qui sont souvent à l'intérieur, les questionnements ou quelques problématiques qu'il y a qui freinent que les gens puissent faire le pas et de venir rentrer en plein dans l'entrepreneuriat et de gérer leurs entreprises, ne sachant pas que peut-être que le sort de la communauté, quand on regarde la communauté francophone immigrante dans le centre-sud-ouest de l'Ontario, a un taux de chômage de plus de 15%. Donc, on a envie de débloquer toutes ces idées qui sont dans les tiroirs et de faire en sorte que ça devienne des entreprises qui vont pouvoir vraiment créer cette richesse-là et pouvoir créer de l'emploi pour permettre de changer un petit peu la donnée économique dans nos communautés. Alors,
La question que vous allez me poser, la question que les gens se posent généralement, c'est qu'il y a-t-il une différence donc, entre un entrepreneur traditionnel et cet entrepreneur-là qui est quelqu'un qui travaille et puis qui a un business, qui veut faire un business sur le côté? La réponse généralement est oui et non. Il n'y a pas vraiment de grande différence. Il y a quelques petites différences que j'ai essayé d'énumérer. Concrètement, il y a vraiment beaucoup de similitudes qu'il y a de différences. Les deux ont la même finalité, c'est-à-dire les deux veulent produire de la valeur à travers une action commerciale et les deux veulent répondre à un besoin sur le marché. Les deux veulent exploiter une opportunité ou une idée pour en faire une entreprise. Là où il y a souvent les différences, c'est peut-être au niveau des intentions. Les intentions ne sont pas les mêmes. J'ai déjà fait la différence là entre celui-là qui a cette activité à côté et puis qui veut juste en faire une petite activité qui lui génère un peu d'argent à la fin du mois pour ajouter dans son salaire. Mais il y a l'autre où c'est que voit vraiment que ben tiens, c'est une idée qui peut faire la différence au niveau économique et c'est une idée qui vaut la peine d'être exploitée, mais c'est peut-être que n'ose pas. L'entrepreneur traditionnel, lui, il voit l'idée et puis ne se soucie pas d'abord des préoccupations comme mon salaire, les risques que je prends, est-ce que je quitte mon salaire, ainsi de suite, tous les questionnements qu'il y a et parfois peut se jeter. La différence se fait aussi au niveau des capacités personnelles. La personne qui a un travail et puis qui contemple potentiellement l'entrepreneuriat a quand même souvent un avantage sur l'autre parce que la personne a une garantie, une protection là du fait que tu as un job d'abord qui te paye, donc qui assure tes journées, qui assure les moyens pour que tu continues ta vie. Et que alors que l'autre entrepreneur traditionnel, celui qui se lève juste un matin, dit que moi je veux vivre de l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui part de zéro parfois et puis n'a rien et puis n'a que son idée et puis veut prendre le risque de se lancer. Et donc, fondamentalement, la différence se fait au niveau des questionnements, les questions qu'on se pose avant de décider de se lancer. Généralement, on a constaté que la personne qui est employée, mais qui songe quand même à l'entrepreneuriat, s'encombre de trop de questions. Et ces questions-là deviennent des barrières pour que la personne se lance. Il y a des tonnes de questions, je ne pouvais pas les trouver toutes là, je ne pouvais pas mettre la liste, mais la plupart du temps, les questions tournent autour de le risque qu'on prend vraiment. Donc, on passe tout le temps à se poser la question de savoir est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Parce que souvenez-vous que parfois, c'est des gens qui ne sont pas vraiment conditionnés ou enroués dans l'esprit entrepreneurial au début. C'est quelqu'un qui, au départ, regarde peut-être juste une compétence qu'ils ont, ou peut-être c'est quelqu'un qui, au départ, était privilégié d'abord la sécurité de l'emploi. Donc, c'est pas quelqu'un qui a passé son temps à regarder la vie sous l'œil de l'entrepreneuriat, où quelqu'un se lève, oui, prend des risques, se dit, ben, je commence à zéro, on va arriver là où on va arriver, mais je crois à mon idée. La plupart du temps, l'autre personne, c'est quelqu'un qui part du point de vue que je veux d'abord garantir mes arrières, je veux d'abord assurer mes arrières avec un bon emploi. Et si un jour toutes les conditions sont gagnantes et toutes les conditions sont réunies et je sens que je peux me permettre, c'est là que je veux aller. Donc, c'est parfois ce genre de peur que les gens s'entourent. D'autres questions, c'est est-ce que ça va alourdir mon emploi du temps et mon style de vie actuel? C'est souvent le genre de peur qui font que les gens ne se dépêchent pas pour développer leur idée, continuer à avoir une excellente idée, comme je dis, qui dort dans les tiroirs. Parce que pour l'instant, on est peut-être très confortable dans son style de vie. Je me lève, je m'en vais travailler le matin. Je n'ai pas besoin de décider. Il y a déjà une structure que moi je viens, je fais mon travail, je sors de là, je reçois mon salaire. Et s'il faut maintenant commencer à se lancer en entrepreneuriat, il faut se poser toutes des questions, porter plusieurs chapeaux, ainsi de suite. Et parfois, ça peut faire peur. L'autre question, est-ce que je vais perdre mon argent? Il y a toujours cette question d'argent. Est-ce que je suis prête ou prêt à prendre des lourdes responsabilités sur mes épaules? Ou parfois, c'est que moi, je ne veux pas perdre mon temps à suivre les cours de démarrage d'entreprise, car je connais mon produit, je connais mon service, je veux juste trouver des clients.
Et parfois, les gens continuent à se dire, ces personnes continuent à se dire que, ah, moi, le jour où je vais juste décider, je vais me jeter et trouver des clients. Et parfois, il y a donc tous ces questionnements-là qui viennent et qui parfois rend la personne en fait plus confuse ou parfois empêche que la personne se lance parce qu'on passe plus de temps à se poser ce genre de questions. Ou si vous avez suivi les autres webinaires avant, ou si vous avez exploré la question d'entrepreneuriat, vous savez très, très bien que ça, généralement, ça, c'est pas le genre de questions que les entrepreneurs qui se lancent posent. Ça, c'est pas des questions traditionnelles de quelqu'un qui croit en l'entrepreneuriat et qui ne veut s'épanouir ou que par l'entrepreneuriat et puis qui choisit l'entrepreneuriat comme son mode de développement professionnel. C'est pas forcément ce genre de questions-là que ces gens-là se posent. Donc, vous pouvez voir la différence entre les points de départ de ces deux personnes. Mais malheureusement, c'est que pour les personnes qui sont employées, qui veulent devenir entrepreneurs, ces questionnements deviennent parfois des barrières, deviennent des freins, deviennent des choses qui ralentissent. Et qui ralentissent le départ, ce qui fait que ça nous prive, nous, la société, ça nous prive du bien qu'il y a dans leurs idées, ça nous prive de la valeur qu'il y a dans leurs idées, ça nous prive de toute la richesse que leurs idées pouvaient créer, d'où l'importance peut-être d'avoir ce webinaire pour voir si on peut essayer de rassurer et puis de donner peut-être les réponses et des solutions à ces questionnements-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir fondamentalement? Fondamentalement, il faut savoir que malheureusement, comme je dis, peut-être que ça c'est une mauvaise nouvelle pour les personnes qui sont employées, qui veulent se lancer en affaires, c'est que malheureusement, peu importe ta situation, quand on parle d'entrepreneuriat, que tu le veuilles ou non, que tu le fasses maintenant ou tu veux le faire dans 5 ans, peu importe quand le retard que tu t'es créé toi-même, le moment où tu vas décider de devoir le faire, tu vas devoir suivre la même démarche que tout le monde. La démarche ne change pas vraiment sur la réalité de démarrage et gestion d'entreprise et les étapes importantes à franchir. Donc, tu te fais du tort, en fait, à retarder ton idée. Plus tôt tu commences, mieux c'est. Au lieu de continuer à avoir peur, parce que tu peux avoir peur, garder ton idée, attendre 5 ans, 6 ans. Mais le jour où tu vas finir par décider de commencer, tu vas devoir te confronter aux mêmes étapes que tout le monde doit passer pour pouvoir démarrer son entreprise et gérer son entreprise. Et c'est pour cela qu'on dit vraiment aux gens que le plus tôt tu te lances, le mieux c'est. Donc, la première des choses vraiment, c'est de ne pas penser qu'il va y avoir un mirage qui va arriver ou qu'il va y avoir quelque chose de spectaculaire qui va se produire pour que tu te lances. Il faut vraiment juste que tu prennes la décision et que tu crois à la valeur de ton idée ou ton projet d'entreprise et que tu décides que ben, je me lance. Et après, c'est une question de démarche, une question de processus, ce qu'on va voir tout de suite. Alors, quand on parle de démarche et des choses qui ne changent pas dans la réalité de démarrage, c'est d'abord les mêmes questions pour tout le monde. Et ça, là, c'est juste un rappel pour les personnes qui ont participé au webinaire passé, qui est tout le monde passe à travers cette question. La première question à comprendre que pour réussir en entreprise, il faut que les 3 principes qui sont sous vos yeux là soient remplis. Il faut que ton idée soit faisable, il faut que ton idée soit rentable, il faut que ton idée soit durable, viable, donc durable. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as un projet d'entreprise, il faut très rapidement que tu as examiné si c'est une idée qui est réalisable. Et si à l'intérieur de ton idée, il y a quelque chose qui est vendable, et si c'est vendable, est-ce que ça va générer assez de revenus pour qu'on parle vraiment d'une activité économique qui vaut la peine? Si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez, comme je dis, réécouter le webinaire passé qui avait pour titre « Y a-t-il un business dans mon idée d'entreprise ?» Ça va expliquer tous les détails de ces principes-là. Donc, si maintenant vous avez établi le principe de faisabilité, il faut s'assurer que le principe de rentabilité, lui aussi, il est établi.
La rentabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il suffit pas seulement que votre produit soit, votre idée, pardon, projet soit réalisable et que il y a quelque chose de vendable à l'intérieur et vendable au point de générer beaucoup de revenus. Mais il faut que les revenus soient au-delà des dépenses pour que il y ait quelque chose qui reste après que vous ayez couvert toutes vos dépenses, pardon, les dépenses de l'entreprise et vos dépenses personnelles. Et c'est comme ça que on parle d'une entreprise qui est rentable parce que si les dépenses sont plus élevées que les revenus, là, l'entreprise est en train de tourner à perte. Et ce point-là est très important, surtout pour les personnes qui sont employées et qui généralement commencent une entreprise sur le côté. L'erreur fondamentale qu'on voit souvent ces personnes faire, c'est passer le temps à prendre leur argent personnel, continuer à injecter dans l'entreprise tout le temps et tout le temps et tout le temps. Je veux prendre la peine d'attirer l'attention immédiatement sur cette erreur-là parce que la plupart du temps, il faut faire très attention et j'avoue que c'est l'erreur que 99%, c'est les gens qui ont démarré l'entreprise en ayant d'abord un emploi et puis démarrent une entreprise sur le côté qui ont tendance à faire ce genre de choses, à continuer à injecter l'argent sans réaliser que là, tu es en train de couvrir les pertes. Et ça, c'est pas une démarche saine dans la gestion d'une entreprise. Il faut que l'entreprise soit capable de générer ses revenus. Donc, si c'est que à un moment, tu es en train de tourner à perte, il faut plutôt que tu revises tes plans, il faut plutôt que tu regardes qu'est-ce qui est en train de faire en sorte que tu n'arrives pas à générer assez de revenus pour couvrir les dépenses au lieu que tu sortes l'argent de ta poche pour continuer à couvrir les écarts dans l'entreprise. Il y a une différence si tu mets ton argent parce que c'est le capital que tu es en train d'injecter au démarrage dont tu as peut-être besoin pour démarrer ton entreprise au lieu d'aller prendre un prêt. Mais il faut vraiment faire la différence entre le capital que tu es en train de mettre pour le démarrage de ton entreprise ou tu es en train de couvrir les défauts de l'entreprise, tu es en train de couvrir les erreurs de ton entreprise et ça, c'est pas une bonne chose parce que tôt ou tard, un de vous deux va subir le coût de ça là et ça fait que la rentabilité de toute façon va tomber parce que tu peux retarder, mais à un certain moment, si c'est quelque chose de chronique dans l'entreprise, tôt ou tard, là, tu vas devoir faire face à la réalité qu'il n'y a pas de rentabilité. Et donc, il faut que le principe de rentabilité soit aussi établi dans le sens où l'entreprise est en train de générer assez de revenus et des revenus qui sont au-delà des dépenses ou quand tu finis de couvrir tous les dépenses, il reste de l'argent dans l'entreprise pour continuer à peut-être réinvestir et aider l'entreprise à grandir. Le troisième principe, c'est celui de la viabilité et puis la durabilité. Je mets ça là ensemble. J'ai ajouté le mot durabilité parce que les effets et les questions des webinaires passés pour que les gens comprennent réellement de quoi on parle ici. Parce que comme j'ai expliqué l'entrepreneuriat, quand tu décides de démarrer une entreprise, on veut que ce soit un choix professionnel que tu prends, que c'est à travers l'entreprise que peut-être tu vas t'épanouir professionnellement et aussi tu vas pouvoir t'épanouir personnellement. Donc, c'est par l'entreprise que tu vas générer les revenus qui vont payer ta vie et continuer aussi à payer la vie de l'entreprise. Donc, quand c'est le cas, c'est pas quelque chose qui doit se faire une fois, ça y est, un mois, ça y est, un an, ça y est. Il faut que ça se fasse tout au long de la vie de l'entreprise, aussi longtemps que l'entreprise va être en vie ou aussi longtemps que toi, tu vas être en vie. Et donc, il faudrait, si l'entreprise, l'idée que tu as est faisable et que cette idée est rentable, il faut que ce soit rentable sur une longue durée pour s'assurer que l'entreprise continue de fonctionner et continue d'atteindre les objectifs et permet de créer donc cette richesse dont on a besoin. Et si c'est que tu as des employés, continue de générer assez de revenus pour maintenir les emplois et que ce soit ton emploi ou les personnes qui sont en train de travailler avec toi à l'intérieur et que ta vie aussi, peu importe le niveau, la croissance et que ta vie continue à être couverte par les revenus qui sont générés dans ton entreprise.
Donc ça, c'est la première chose, la première étape pour toute personne qui veut démarrer une entreprise, de savoir que ces principes-là doivent être établis. La deuxième chose, donc, c'est que généralement, quand on veut dans le processus de démarrage d'entreprise, il y a qu'on a une idée. Quand on a une idée, il faut qu'on prenne la peine d'aller s'asseoir et d'essayer de voir ce que j'ai mentionné là. Est-ce qu'il y a un business dans mon idée d'entreprise? Et si oui, de quelle façon ça peut se mettre en place? D'où l'étape d'examiner ces 5 piliers qu'il y a souvent qui te permet de structurer ton idée d'entreprise. Parce que ton idée d'entreprise va se structurer autour de ces 5 piliers. La première chose, c'est que tu vas devoir examiner les intentions. Qu'est-ce qui t'a fait démarrer l'entreprise? Qu'est-ce que tu es en train de rechercher derrière cette entreprise-là, derrière cette idée que tu veux démarrer? Il faut que tu l'établisses clairement parce que c'est ça qui va t'aider à devoir développer les bonnes stratégies et les stratégies concrètes de prendre des bonnes décisions. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que comme je dis ça, c'est un webinaire qui est passé. Y a-t-il un business dans mon idée d'entreprise? Vous pouvez réécouter ce webinaire-là qui va vous expliquer en détail tout ce processus. La deuxième chose que tu dois aller examiner, c'est évidemment ton idée même parce que c'est très important de savoir que veut dire ton idée en termes d'entreprise. J'ai dit tout à l'heure qu'une entreprise, c'est une structure où tu mets un service ou un produit sur le marché et que les clients vont venir acheter. Et c'est ça qui produit cet échange économique et qui parle donc d'économie dans l'entreprise. Mais croyez-le ou non, il y a beaucoup de gens qui ont une idée mais ne savent pas si c'est un produit qu'ils sont en train de vendre ou c'est un service qu'ils sont en train de vendre ou c'est une expertise qu'ils sont en train de vendre. C'est très important de pouvoir clarifier, vraiment être sûr de ce que vous voulez mettre sur le marché et d'avoir les détails de à quoi ça ressemble, pourquoi, quelle est la différence entre ce que vous êtes en train de mettre sur le marché et les autres. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez créé? Est-ce que c'est un procédé, comme je dis, est-ce que c'est un produit? Si c'est un produit, dans ça, quelle forme? Si c'est un procédé ou c'est un service, c'est quoi la différence? Est-ce que la différence est au niveau comment dire, peut-être le service à la clientèle, de l'approche? Est-ce que c'est le prix? Est-ce que c'est la forme? Quelle est l'idée qui fait la différence? Qu'est-ce qui fait la différence là? Donc, c'est très important de pouvoir examiner ce pilier-là, de comprendre exactement ce que vous voulez mettre sur le marché. Parce que quand on arrive au pilier numéro 3, qui est le besoin, les besoins ont tellement de niveaux et changent tellement en fonction de la personne et en fonction aussi des raisons pour lesquelles le client est en train de dépenser son argent. Comme je dis, il y a des choses pour lesquelles un client peut en avoir, les individus peuvent en avoir besoin, mais ne dépenseraient peut-être pas de l'argent pour pouvoir l'avoir. Tout le monde a besoin de l'eau. Est-ce que tout le monde achète l'eau? Non. Tout le monde a besoin de café, mais est-ce que tout le monde achète le café dans un café dehors où les gens font leur café à la maison, ainsi de suite? Tout le monde a besoin de manger. Est-ce que les gens, pour manger, cultivent leur propre nourriture ou l'achètent ou vont se servir dans un restaurant, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les besoins ont des facettes très différentes. Les besoins sont vraiment très différents et c'est très important pour vous d'aller déterminer lequel vous voulez répondre. Auquel vous voulez répondre. Vous, votre solution s'applique à quel besoin. Et c'est très important de pouvoir le savoir. Le quatrième pilier, c'est la capacité personnelle, parce que tout est autour de vous, justement. Si dans votre cas, c'est que vous êtes en train de travailler à temps plein, vous avez peut-être une situation familiale, vous avez peut-être une expertise particulière, ainsi de suite. Il faut que vous arriviez à examiner qu'est-ce que vous êtes en train d'apporter, vous. C'est quoi les ressources dont dont vous disposez? C'est quoi vos compétences? C'est quoi les atouts? C'est quoi le réseau? Il y a des gens qui parfois étaient employés et se mettent en affaires pour avoir comme client leur employeur, leur ancien employeur devient leur client. Même quand c'est dans ce cas-là,
ça ne se fait juste pas que tu te lèves et il faut que tu arrives à comprendre dans ta relation avec ton ancien employeur, dans quelles conditions tu vas devoir, comment tu vas te positionner. Est-ce que tu as de quoi offrir le service à la hauteur ou parce qu'il y a une différence entre quand tu étais en train de faire le travail à l'intérieur de la boîte et quand tu te mets maintenant de côté, tu deviens un sous-traitant. Là-bas, on te donnait un salaire. Ici, tu vas devoir les facturer. Est-ce qu'ils vont te payer maintenant au-delà de ce que tu étais en train de gagner en tant que salarié? Parce que quand tu étais salarié, par exemple, tu n'avais que 60 000 $. Mais maintenant, quand de revenus par année, par exemple, c'est ça le salaire qu'on te donnait. Mais maintenant, quand tu te mets à ton propre compte, avec les 60 000, ça ne regardait que toi et ta vie personnelle. Mais quand tu te mets à ton propre compte, il y a d'autres dépenses qui s'ajoutent. Les dépenses qui s'ajoutent sont les dépenses de l'entreprise elle-même que tu vas devoir gérer, facturer, payer les comptables, enregistrer ton business, ainsi de suite, ainsi de suite. Ben, mais maintenant, si tu te mets à ton propre compte et que tu n'as que cet employeur, ton ancien employeur comme client, est-ce qu'ils vont pouvoir te donner, payer plus de 60 000? Sinon, comment tu fais pour pouvoir avoir plus de 60 000? Parce que c'est ça le manque à gagner que tu vas devoir combler ici même déjà. Donc, ça vous montre que même dans ce petit exemple-là, tu dois considérer quand même beaucoup de choses. Et si c'est pas ton employeur seul et qu'il faut que tu ailles chercher d'autres clients, est-ce que tu disposes d'un réseau déjà au départ qui te permet d'avoir accès à ces clients-là facilement? Sinon, il va falloir que tu mets un plan de marketing en place. Il faudrait que tu puisses savoir qui sont les autres personnes, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est très important de pouvoir savoir qui on est, qu'est-ce qu'on apporte par rapport à son idée d'entreprise. Et donc, par rapport à ça, ça va te permettre de voir où il y a les écarts. Est-ce que tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer ton idée et la gérer, ou bien il va falloir que tu aies comblé certaines choses là-dedans. Le cinquième pilier, donc, c'est la valeur du projet. C'est toujours très important de devoir évaluer ce que vaut le projet que tu veux te lancer. L'exemple typique que je viens de prendre, qui est tu travaillais quelque part, maintenant tu te mets à ton propre compte et tu comptes sur ton ancien employeur d'être ton client. Mais même si c'est pas ton ancien employeur, tu as l'habitude de vivre avec 60 000 $ par année. Et donc, il faut que tu arrives à t'assurer que ton business peut t'assurer au moins les 60 000. Mais comme je dis, il faudrait chercher un petit peu plus parce que si ta vie te coûte 60 000, il faut que tu aies un petit peu plus parce qu'il y a aussi des dépenses qui sont liées à l'entreprise. Comme je dis, ce webinaire, si vous pouvez avoir tous les détails dans le webinaire de y a-t-il un business dans mon idée d'entreprise qui rentre en détail pour vous expliquer les questions que vous devez poser, comment vous évaluez ces questions-là. Mais donc, pour revenir sur ce point-ci, c'est que oui, peu importe, tu vas devoir examiner ces choses-là parce que tu es en train de mettre une entreprise, c'est une histoire sérieuse. Tu mets une entreprise en place, il faut que tu fasses aussi les mêmes devoirs, que tu passes à travers les mêmes étapes que tout le monde. Quand dans ce processus, donc quand tu as fini de structurer ton idée d'entreprise, tu rentres donc dans la construction de ton projet d'entreprise. Et l'étape fondamentale dans la construction de ton projet d'entreprise, c'est l'étude de marché. L'étude de marché, c'est vraiment l'exercice qui te permet de commencer à avoir une idée maintenant sur qu'est-ce qui va se passer avec ton entreprise. D'où l'importance quand tu as formulé ton idée et voir autour de 5 piliers, ça ressemble à quoi. Maintenant, tu vas aller chercher les informations qui viennent te confirmer, qui vont te dire qu'est-ce qui se passe sur le marché, comment il va falloir que tu t'y prennes et comment tu vas devoir atteindre tes objectifs. Et ça, c'est aussi juste un rappel parce qu'il y a un webinaire sur comment faire une étude de marché efficace que vous pouvez aller consulter. Et les étapes ici, là, à la fin l'étude de marché t'amène à travers 5 étapes. À la fin de cette étape, de l'étude de marché, tu vas avoir une idée claire de à quoi ton entreprise va ressembler. Les 5 étapes à l'intérieur, c'est d'abord, bien sûr, il faut que tu définisses le marché à étudier.
Mais le marché à étudier découle de comment tu as les 5 piliers dont j'ai parlé. Si tu les définis bien, c'est ça qui va définir ce que tu dois aller étudier. Parce que c'est là où tu te poses les questions qu'il faut que tu ailles confirmer. Je prends l'exemple au niveau du besoin. Si toi, tu décides que, je prends ce que j'avais mentionné, tu décides que c'est un restaurant que tu veux lancer, donc il faut que tu crées des questions qui vont aller confirmer qu'est-ce qui se passe au niveau du besoin de restaurant, comment ça se passe, comment les gens en ont besoin, qui peut venir consommer, ils sont prêts à payer, à quel prix, quel type de nourriture ils sont prêts à venir s'asseoir et manger, est-ce qu'ils viennent s'asseoir ou ils commandent, ils ramassent, ils vont, ainsi de suite. Donc, c'est cet aspect-là c'est les 5 piliers-là qui vont te permettre de définir les points que tu dois aller étudier sur le marché. Et donc, tu vas savoir, avec le produit ou le service, peu importe un des deux, tu vas devoir donc aller voir comment ton produit ou ton service se positionne sur le marché, la clientèle cible, comment la concurrence se comporte, quel est même l'environnement dans lequel tu es en train de vouloir lancer ton entreprise. On est actuellement au milieu du COVID. Avec le COVID, il y a des restrictions. Donc, si par exemple, tu es en train de vouloir lancer un business de, par exemple, organisation d'événements ou tu veux lancer une boîte de nuit, tu sais que peu importe tout ce que tu vas apprendre sur les boîtes de nuit, il y a aussi un aspect important qui est l'environnement actuel n'est peut-être pas propice. Donc, tu peux pas mettre le lancement de ton entreprise, par exemple, le 30 juillet 2020, parce qu'actuellement, on est encore sous le coup de la restriction, ainsi de suite. Donc, tu vas donc aller faire ton étude de marché. Tu définis les paramètres que tu veux étudier. Tu vas cueillir les données. Ça, c'est l'étape numéro 2. Rassembler, faire les recherches pour rassembler les données, collecter les données par rapport à ce que tu veux savoir. Et l'étape 3, tu analyses tes données et tu dresses un peu, les données vont te donner un tableau entre les forces et les faiblesses par rapport à ton idée d'entreprise, par rapport au marché, la concurrence, la clientèle, ainsi de suite. Et à partir de là, tu passes à l'étape 4 qui te permet maintenant de t'asseoir et de mettre des hypothèses. Par rapport à ce que tu as trouvé, tu peux faire hypothèse A, je m'y prends comme ça et ça va dans quel sens. Hypothèse B, je m'y prends comme ça et ça va dans tel sens. Ensuite, à la suite de ces hypothèses-là, tu peux définir maintenant des stratégies. C'est ça qui te permet de mettre des stratégies qui vont te permettre de pouvoir aller de façon efficace pour démarrer ton entreprise. Et après, tu établis aussi un budget prévisionnel. En fonction de tout ce que tu as trouvé, tu peux avoir une idée de combien ça va te coûter pour démarrer l'entreprise et la gérer. Et ainsi de suite. Et quel est le revenu minimum que tu peux générer dans ton entreprise en tenant compte de tous les aspects de ton produit, de ton service ou de ton expertise, toutes les différentes facettes ou tous les sous-produits qui sont possibles là-dedans. Et donc, une fois que tu as un petit peu ce portrait-là, c'est ça qui peut te permettre de t'asseoir et de formuler ton entreprise, une proposition pour ton entreprise, de définir à quoi ton entreprise peut ressembler. Généralement, tout le monde passe à travers cette étape-là. C'est vraiment ce que les gens qui réussissent en entreprise, c'est ce que ces gens-là font. Ils se donnent la peine de s'asseoir et de faire ces actions-là et vraiment de pouvoir passer à travers ces étapes de base. Arrivé donc à ce niveau-là, ce qu'on constate donc, c'est que les personnes qui sont employées et qui veulent aller en entreprise, développer une entreprise, ont généralement 3 choix. Contrairement à l'autre personne, un entrepreneur qui veut juste se lancer. La plupart du temps, ils ont 3 types d'entrées en entrepreneuriat. Les personnes qui sont, comme je dis, qui sont des employés, qui s'intéressent à l'entrepreneuriat. Ils ont la possibilité soit d'acheter une entreprise existante et puis ils commencent à la gérer, soit ils créent une nouvelle entreprise de A à Z et commencent à la gérer, ou alors s'associent à une autre entreprise existante et ils sont partenaires ou associés dans une entreprise. Généralement, peu importe les trois cas,
les démarches que je viens de mentionner avant s'appliquent aussi. À la seule différence que le premier et le troisième cas sont un petit peu différents parce que là, souvent, le marché te facilite un petit peu la tâche parce que ce soit quand tu veux acheter une entreprise ou tu veux t'associer à des gens qui existent déjà, les critères parfois sont définis avant que toi tu n'arrives. Et toi, tu as juste à examiner si tu réponds à ces critères-là et ce qui te permet de pouvoir mettre ton argent et puis de pouvoir entrer là-dedans ou d'apporter ce que tu dois apporter et de pouvoir rentrer là-dedans. Donc, ça diminue un petit peu peut-être les peurs, les questionnements, parce que là, les devoirs ou le travail, les conditions de ton démarrage sont définies par une dynamique qui existait déjà. Là où, évidemment, la question revient encore, c'est toujours au moment où c'est toi-même qui veux créer ta nouvelle entreprise. Et c'est là où parfois les questions se posent. Alors maintenant, avec toutes les questions qui se posent, ça revient donc à comment lever les doutes. Parce que comme j'ai dit, la différence entre la personne qui se lance en affaires traditionnellement et quelqu'un qui était d'abord employé et veut faire la transition, tout est juste une question de lever les doutes qui entourent souvent, qui rendent la personne confuse et puis qui rendent la personne hésitante et qui fait que la personne traîne et traîne et traîne dans son idée. J'essaie, avant de rentrer, j'essaie de voir s'il y a des questions. Alors, on peut se préparer. Il arrive de fois qu'on n'arrive pas à générer les revenus. C'est pas possible qu'on se prépare et qu'on n'arrive pas à générer les revenus. Ça veut dire qu'on n'a pas fait, qu'on a brûlé les étapes. Quelqu'un qui a pris la peine de définir, de structurer son étude, de structurer son idée d'entreprise, de faire une étude de marché et d'élaborer correctement comme il faut son plan d'action. On a vu la question du plan d'action l'autre fois. Si tu n'as pas participé à ce webinaire, je t'encourage fortement à aller écouter le webinaire de plan d'affaires ou plan d'action. Parce qu'à ce moment-là, j'avais expliqué comment le plan d'action est efficace au moment du démarrage. Parce qu'à la fin de l'étude de marché et que maintenant on commence à s'approcher vers l'ouverture, on se pose souvent la question de savoir est-ce que je fais un plan d'affaires. Oui, tu peux faire un plan d'affaires, mais le plan d'affaires n'est pas aussi complet qu'un plan d'action peut l'être. Un plan d'action, lui, il va ramasser maintenant les objectifs que tu veux atteindre, va te les mettre en objectif spécifique et va te donner un calendrier d'exécution, va te donner des tâches précises à exécuter. Tu vas aussi devoir mettre les résultats exacts que tu veux en temps. Et là, ça devient une question de gestion, une question opérationnelle. Et si tu es compétent ou compétente pour ce que tu es en train de faire et que tu as évalué tes compétences à toi et tu as été honnête, comme j'avais dit dans les webinaires passés, qu'il faut que tu sois honnête sur ce que tu sais faire et tu ne sais pas faire. Et de savoir établir à l'avance que ce que tu sais pas faire, peut-être il faut que tu emploies des gens ou que tu utilises la sous-traitance. Il n'y a absolument aucune raison qu'on se prépare comme il faut et qu'on ait un plan d'action comme il faut et qu'on a bien étudié son marché et on n'arrive pas à générer les revenus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché bien. Et j'avais, dans les webinaires passés, j'avais attiré l'attention sur le fait que oui, les gens se lancent en affaires parfois où on se lève, on paye quelqu'un qui développe mon plan d'affaires et la personne elle-même ne comprend même pas ce que c'est qu'un plan d'affaires, à quoi ça sert un plan d'affaires et comment il faut vraiment lire un plan d'affaires. Et qu'en fait, un plan d'affaires ne permet pas à tout le monde, si tu ne sais pas comment l'interpréter, ne permet toujours pas à la personne de savoir qu'est-ce que tu fais le jour 1, qu'est-ce que tu fais semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Qu'est-ce que tu es supposé faire? Par où tu commences? Comment tu organises ta journée? Et c'est le plan d'action qui peut te permettre de pouvoir savoir quoi faire. Le plan d'affaires ne te dit pas qu'est-ce que tu vas faire. La même chose, j'avais pris dans ce webinaire-là l'exemple de quelqu'un qui décide que je veux aller en vacances l'année prochaine et faire le tour de 5 pays. Tu peux définir que faire le tour de 5 pays, oui, je choisis tel pays, ainsi de suite.
et que tu écris ce que ça veut dire d'aller faire le tour de 5 pays, ainsi de suite. Mais il va te falloir les détails précis. Combien ça coûte, par où tu commences, si tu te lèves, tu prévois que est-ce qu'il y a, est-ce que tu dois prendre l'avion ou le train? Est-ce que quand tu arrives, par exemple, en Europe, est-ce que l'avion est plus efficace ou le TGV est plus efficace? Ou bien c'est mieux que tu loues une voiture, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu vas émettre toutes ces hypothèses et c'est ça qui va te permettre de prendre une décision, la bonne décision qui marche. Et parfois, le plan d'action te permet même de mettre les hypothèses où même quand tu as pris les décisions là, s'il y a un pépin, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment tu réalises qu'il y a un problème et que tu peux le corriger à temps? Et donc, je t'encourage fortement à réécouter le webinaire sur plan d'affaires ou plan d'action, qu'est-ce qu'il faut choisir. Et ça va te donner tous ces détails-là. L'autre question, si par exemple, je loue un local et je dois payer le loyer, les employés, mais pas assez d'achats. Il n'y a personne qui va, une personne sérieuse qui est en train de démarrer son entreprise sérieusement ne peut pas arriver à employer des gens si tu ne sais pas si tu en as besoin. Parce que tu ne peux pas employer des gens, on n'emploie pas des gens en l'air. On ne se lève pas, on dit parce que j'ai une entreprise, je m'en vais embaucher des gens. Tu embauches des gens si tu as une masse de travail pour laquelle ces employés-là vont venir se concentrer, que ces employés vont devoir exécuter. Donc, généralement, les employés, c'est en aval. Il faut que tu aies d'abord eu comment dire, la confirmation que tu as de quoi exécuter avant d'aller embaucher des gens. De la même chose, j'avais expliqué à un autre webinaire passé qui est, on ne se lève pas juste et puis on va louer un local. Ça, c'est les gens qui, comme je disais, les gens qui se lancent en affaires ou qui démarrent des entreprises sans faire les étapes qu'il faut. Tu ne peux pas te lever juste et puis louer un local juste comme ça. Tu ne peux pas juste te lever et embaucher les gens juste comme ça. Toutes ces choses-là doivent répondre à des normes spécifiques que tu as étudiées dans ton plan opérationnel. C'est ton plan opérationnel qui dicte à quel moment tu embauches et tu vois que les conditions sont là pour que tu embauches et que tu vas avoir de quoi les payer. Et donc, c'est comme ça, il n'y a vraiment pas une autre réponse là. C'est pour cela que l'entrepreneuriat, c'est pas une notion théorique, c'est une notion pratique qui répond à des normes spécifiques et qu'il faut souvent suivre pour s'assurer que son entreprise marche et se met sur les bons pieds et marche comme il faut et ça se gère comme il faut. Parce que même les employés, il faut que tu saches dans quelles conditions tu les embauches. Est-ce que tu prends quelqu'un à contrat ou tu emploies la personne? Est-ce que tu emploies quelqu'un à temps plein, temps partiel? Est-ce que ça a durée indéterminée ou durée déterminée? Toutes ces questions-là sont généralement dictées par ton plan opérationnel. Ce que tu as prévu et comment aussi ton entreprise est en train d'évoluer. Et donc, il n'y a en principe pas de raison que tu aies des employés et les achats ne suivent pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été faussé avant et qui te met dans cette situation. D'où l'importance de bien suivre les étapes qu'il faut pour mettre son entreprise en place et de vraiment bien faire ses devoirs et de s'assurer qu'on a fait des bonnes recherches, on a pris des décisions sur de l'information solide, l'information crédible du marché et pas juste des choses qu'on a devinées et puis qu'on a voulu se lancer parce qu'il faut se lancer. Alors, s'il y a d'autres questions, il ne faut pas hésiter à, j'espère que j'ai répondu à celles-là, il ne faut pas hésiter à les écrire dans le chat. Donc, pour revenir donc à la question de comment donc transitionner, comment faire la transition de façon efficace pour pouvoir passer d'employé à entrepreneur. Bien sûr, il peut y avoir plusieurs questions. Comme je dis, il y a souvent des questions génériques, mais il y a aussi des questions particulières parce que c'est du cas par cas. En fonction de la situation de chaque personne, il y a certaines questions qui peuvent être soulevées qui ne rentrent pas dans le cadre générique.
Ici, là, j'ai essayé de trouver cette réponse simple aux questions que les employés se posent souvent avant de se lancer ou des questions qui ralentissent souvent la transition des employés ou si on répond à ces questions-là, ça leur permet de pouvoir avancer plus vite. Et comme je dis, nous, notre présence ici, de s'assurer que vous avancez assez vite, sortez vos projets des tiroirs, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de retarder le démarrage de vos projets, mettez-les dehors, il y a les ressources qui sont là pour vous appuyer, il y a des réseaux qui sont là pour vous appuyer, on veut que vous mettiez vos idées en avant parce que la communauté en a besoin, parce que les gens ont besoin d'emploi là-dehors et parce que aussi c'est une valeur importante dans l'épanouissement de collectif, en fait. Et donc, il ne faut pas qu'on passe à côté de ça. Et donc, sortez vos idées. Alors, la première peur que j'ai appelée question numéro 1, la première peur qu'on voit souvent, c'est j'ai peur qu'on me vole mon idée, alors je n'en parle pas tant que je ne suis pas à 100% prêt ou prête. Ça, c'est souvent la première question, la grosse peur qui fait que quelqu'un va passer 10 ans avec une idée, traîne avec une idée, ne la sort pas parce qu'elle ne veut même pas en parler à quelqu'un pour pouvoir avancer. Les personnes qui peuvent l'aider à pouvoir avancer. Alors, la solution que j'ai proposée, ce qui peut régler ce problème-là très rapidement et que tout le monde utilise sur le marché, c'est de signer ce qu'on appelle NDA, qui est le Non-Disclosure Agreement. Et c'est l'entente de non-divulgation, c'est ça, on dit en français. À toute personne avec qui vous allez interagir avant de lui parler de votre idée ou de parler de votre projet. C'est ça qui va vous permettre de gagner du temps et de pouvoir avancer. Parce que vous ne pouvez pas continuer à vous priver de l'information qui va vous permettre de démarrer parce que vous avez peur que quelqu'un vous vole votre idée, parce que vous pensez que ben, pour l'instant, vous êtes trop pris ou vous êtes trop prise dans votre travail, vous n'avez pas le temps de suivre les choses. Donc, si vous parlez à quelqu'un aujourd'hui et que vous n'êtes pas prêt à démarrer dans 1 ou 2 mois faire de suivi, la personne, entre-temps, peut peut-être piquer votre idée, démarrer avec pendant que vous êtes bloqué au travail et que vous n'allez pas pouvoir combattre ça. Ça, c'est une peur qui est vraiment inutile, je peux vous dire. Parce que la plupart du temps, je sais que chaque personne qui a une idée d'entreprise est toujours fière de son idée, a parfois l'impression qu'elle est la seule personne à avoir pensé à ça. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat, la plupart du temps, l'idée que tu as a germé dans la tête de peut-être 100 000 personnes en même temps dans le monde. Quelqu'un d'autre y a pensé quelque part. Et donc, il ne faut pas que tu te bloques, tu te ralentis en pensant que ton idée est tellement unique qu'il faut que tu la protèges jusqu'au jour où... Non, le mieux plutôt, c'est que tu te lances, que tu t'ouvres, tu te lances, tu commences à aller parler aux gens qui sont susceptibles de t'aider pour que ton idée se mette en place le plus rapidement possible. Si c'est une idée, comme je dis, qui est créatrice de richesse, ça va te permettre toi-même de faire plus que ce que tu es en train de faire à ton travail et de pouvoir donc avancer le plus vite possible, de pouvoir la mettre là dehors et pour que tu puisses avancer. Donc, la simple chose que tout le monde utilise là dehors, c'est le NDA, le Non-Disclosure Agreement. Ça fait que quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu lui dis, j'ai besoin d'informations par rapport à mon idée, mais avant que je te parle de quoi, je veux que tu me signes ce document. La plupart du temps, toute personne sérieuse va te signer le document. Quelqu'un qui ne te signe pas le document, ça te donne une idée que c'est une personne pas sérieuse, donc il faut peut-être pas que tu donnes ton idée. Parfois, il y en a qui peuvent ne pas te signer, c'est des personnes sérieuses, mais vont t'expliquer que oui, dans mon travail, mais parce que si tu me dis, par exemple, que c'est dans les finances, il y a plein d'autres, j'ai d'autres clients qui sont dans le domaine, donc je préfère peut-être que c'est pas à moi que tu parles, parce que si je signe ce document, je ne vais pas pouvoir le respecter parce que j'ai des clients, mais ça va aussi peut-être empiéter sur mes relations avec mes clients actuels. Donc, ils vont t'expliquer ça. Donc, ils vont te dire, vaut mieux que tu ailles vers quelqu'un d'autre
qui va, ou bien ils vont te dire que dans le cadre de leur travail, il va peut-être pas signer ton non-disclosure, mais lui, il a autre chose qui permet de protéger ton idée. Donc, c'est souvent une conversation que vous avez là, mais qui te permet de déterminer si ça vaut la peine de continuer à parler à cette personne ou tu passes juste à une autre personne. Donc, c'est souvent l'outil qui est utilisé qui permet aux gens de pouvoir régler ce problème-là très rapidement pour que tu avances avec ton idée. Et les gens qui signent le non-disclosure, généralement, la clause à l'intérieur, c'est souvent que tout ce qu'ils ont entendu de toi, ils ne peuvent le répéter à personne et eux-mêmes, ils ne peuvent pas l'exploiter ou quelqu'un autour d'eux ne peuvent pas l'exploiter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te protèges contre quelqu'un qui est en face de toi, à qui tu as parlé de ton idée d'entreprise, et puis qui se lève, va raconter l'idée peut-être à sa nièce ou à son neveu ou à son conjoint. Et de l'autre côté, et puis il va te dire, ben, c'est pas moi qui l'ai développé. Non, ça te protège aussi contre. Donc, tu peux mettre une clause là qui dit non seulement la personne à qui tu es en train de parler, mais ses proches ne peuvent pas développer cette idée-là. Et donc, c'est à toi de mettre son non-disclosure comme tu veux. Mais il faut que tu te développes un qui te permet donc de pouvoir avancer avec, te sentir libre maintenant d'avancer avec ton idée et d'aller développer ton idée et continuer à avoir les formations qui te permettent d'avancer. Donc, il faudrait plus qu'à l'avenir, tu te bloques parce que tu penses qu'il faut que tu protèges ton idée et que c'est le jour où tu auras le temps, tu seras libre et que tu seras sûr que si tu commences les démarches maintenant, dans 1 mois ou 2, tu peux démarrer. Parce que je peux te dire que si c'est que les gens veulent piquer ton idée, les gens, parfois, on n'a même pas besoin de se casser la tête. Ils ont juste besoin que tu lances même ton idée. Le jour même où tu lances, les gens voient que, tiens, ça, c'est une idée qui a été lancée, qui marche. Et puis, le lendemain, les gens commencent à copier, faire pareil ou quelque chose de similaire. Ça, c'est la règle du marché parce que la compétition, tu ne peux pas la bloquer, tu ne peux pas empêcher, elle est là et c'est quelque chose qui est en fait sain. C'est quelque chose qui est nécessaire en entrepreneuriat parce que ça permet aux gens de se surpasser. Mais croyez-moi, il y a des mécanismes pour protéger ton idée et pour que tu continues à avancer dans ton ambition d'entrepreneuriat. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième peur qu'on entend souvent aussi, c'est j'aime bien mon projet, mais je ne peux pas perdre toutes mes réserves là-dedans. Et ça, c'est souvent la peur, parce que oui, les employés ont souvent tendance à protéger leur argent, ayant toujours peur que, bon, je ne vais pas me retrouver sans argent. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps, les gens choisissent d'aller travailler, même quand je prends souvent l'exemple de 2 ingénieurs qui vont finir, un va préférer aller travailler pour les gens et un autre va lancer sa firme. Parce que certaines personnes, c'est juste humain, les gens ont des personnalités différentes. Les gens aiment avoir cette sécurité, sécurité de financière et sécurité avec son argent. Donc, c'est aussi des choses qu'on examine au moment où tu étais en train de regarder ta personnalité, comment tu es, qu'est-ce qui est bien pour toi, n'est pas bien pour toi, avec quoi tu peux vivre, c'est quoi ton seuil de tolérance des risques, c'est quoi ton seuil et c'est quoi les risques que tu peux tolérer. Et une des choses qui règle, donc la solution qui règle ce problème, qui va te permettre de savoir quel montant d'argent il faut mettre, il faut pas mettre, c'est justement la question que j'étais en train de répondre, la question de Basway tout à l'heure, c'est l'étude de marché et le budget prévisionnel vous permettront d'avoir une projection quasi exacte des ressources nécessaires pour le démarrage de votre entreprise. Donc, tu ne devrais pas démarrer ton entreprise en pompant l'argent juste en l'air comme ça, là, sans savoir exactement de quoi tu as réellement besoin ou juste parce que tu as peut-être 80 000 $ de côté, tu prends tous tes 80 000 $, tu les engloutis sans savoir si tu avais réellement besoin de mettre 80 000 $. Il faut que tu fasses ton étude de marché et que tu développes ton plan d'action et que avant que tu commences à faire tes dépenses et que tu saches exactement à quel moment il faut que tu fasses une dépense et pourquoi et à hauteur de combien. Donc, il n'y a aucune raison que toutes tes réserves partent juste comme ça. Il faudrait donc que tu fasses les études nécessaires, que tu fasses les plans nécessaires.
Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, le démarrage d'entreprise n'est pas une démarche théorique. C'est une démarche qui répond vraiment à, vraiment des situations bien précises, bien réfléchies, avec de l'information bien recherchée et où tu vas prendre des décisions informées et des décisions éclairées avant de commencer à pouvoir faire toutes ces démarches, et surtout la démarche importante qui a commencé à dépenser ton argent. Donc, pour cette peur-là c'est une peur vraiment qui n'a pas de raison d'être. Si tu as fait tes études de marché, si tu as établi un budget prévisionnel, et puis ensuite, si tu as développé un vrai plan d'action qui te permet de savoir semaine 1, qu'est-ce qui se passe, semaine 2, qu'est-ce qui se passe, semaine 3, qu'est-ce qui se passe, jusqu'à peut-être la première année. Parce qu'un plan d'action, tu peux le définir sur un an, de savoir qu'est-ce qui va se passer de maintenant jusqu'à les 12 prochains mois, ou bien tu peux le faire sur 3 mois, sur 6 mois, dépendamment de ce que tu es en train de lancer comme entreprise et de ce que ton produit, qu'est-ce que ça implique. Et c'est ça qui te permet de définir donc qu'est-ce qui va se passer. Et ça te permet d'avoir une image claire en face de toi de qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer la semaine d'après. Ça va te demander quoi comme ressources. Parce que le plan d'action te permet de définir quelles sont les ressources humaines dont tu vas avoir besoin, quelles sont les ressources matérielles dont tu vas avoir besoin, et donc quelles sont les ressources financières dont tu vas avoir besoin. Et ça te permet de savoir si tu as assez de réserves, si dans tes réserves, tu as besoin de quel montant tu as besoin maintenant, de quel montant tu as besoin plus tard, et pour savoir comment tu vas de façon efficace pour pouvoir injecter ton argent dans l'entreprise. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur à l'avance, parce que quand tu te lances quand tu lances ton entreprise, tu ne te lances pas en l'air. Tu as fait tes devoirs, tu as fait ton étude de marché, tu as développé tes plans, ton plan d'action qui te permet d'avoir un plan opérationnel et qui va te donner une idée précise de quoi tu as besoin et quand est-ce que tu en as besoin et à hauteur de combien. Et donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième question qui arrive souvent, qu'on entend souvent, c'est que je veux bien m'y mettre, mais je ne veux pas attendre 6 mois, 1 an pour faire mon argent. Ça revient toujours à cette question de l'argent, cette insécurité autour de l'argent. Comme j'ai dit tout à l'heure, ici là, c'est pas une question, c'est pas comme un investisseur qui met l'argent quelque part et puis qui est en train de vouloir attendre son retour d'investissement tout de suite. Si c'est que tu vas devoir attendre 1 an pour avoir un retour, c'est quelque chose que normalement, tu saurais à l'avance, avant même de pouvoir démarrer. Parce qu'une fois de plus, le plan d'action peut offrir un dessin clair de ce qui pourra se passer et comment tu vas atteindre les résultats que tu veux, y compris les résultats financiers. J'ai dit que l'entrepreneuriat, c'est pas une démarche théorique. C'est une démarche vraiment pratique. Et normalement, en entrepreneuriat, ça n'existe pas que tu lances une entreprise et que tu n'arrives pas à vendre. La question à laquelle je viens de répondre, que tu n'arrives pas à vendre pendant 1 an, il faut attendre 6 mois, 1 an. Oui. Le profit lui-même, parfois, ça 6 mois, 1 an peut arriver, mais tu peux savoir si tu es en train de générer, si tu vas générer des revenus. Normalement, c'est quelque chose que tu dois savoir avant même que tu te lances. Parce que, comme j'ai dit, c'est pas en entreprise qu'on vient une aventure pour explorer OK, je mets mon argent, est-ce que ça va donner? La différence, comme j'ai dit tout au début, de la personne qui commande les sacs, qui prend son 5 000 $ et puis commande 500 sacs, pardon, parce que le sac est à 10 $, et puis se dit, si je les vends, là, j'ai mon argent. Ça, c'est quelqu'un qui veut juste se faire de l'argent à côté, là. Ici, on parle d'entrepreneuriat où tu as étudié un produit, tu as étudié un service, tu as un service, un produit, tu as étudié un marché et c'est une activité que tu veux faire de façon constante, de façon continue et tu n'as donc pas de temps à traîner avec les inventaires chez toi pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois qui ne se vendent toujours pas. C'est la raison pour laquelle vous voyez parfois certains magasins
Après 1 ou 2 mois, les produits qui étaient là, ils vont mettre des spéciaux là-dessus, ils vont mettre des rabais parce qu'il faut les écouler et passer à autre chose. Tu peux pas être avec le même inventaire où tu as acheté des produits pour ce mois-ci. Tu avais, par exemple, calculé, importé les produits, tu avais calculé que ce mois-ci, si tu mets $5,000, tu vends les produits, ça va te rapporter peut-être $7,500. Et c'est sur ces $7,500 que tu payes peut-être ton loyer du bureau qui a 2,700. Tu payes, par exemple, même le coût de la production, marchandises, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tu ne peux pas te permettre d'avoir le même inventaire qui est là 2 mois, 3 mois, 4 mois, parce qu'entre-temps, le loyer te coûte tous les mois. Les coûts de l'exploitation de l'entreprise te coûtent tous les mois. Tu ne peux pas traîner avec le même inventaire qui était supposé être un inventaire d'un seul mois, mais qui commence maintenant à traîner 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est le même inventaire que tu as là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est la même chose au niveau de service, qui est, tu peux pas être que dans tes plans, tu as prévu que pour que ton entreprise fonctionne correctement, il faut que tu aies peut-être 10 clients par mois. Et que le premier mois, tu n'es qu'à 2 clients. Et le deuxième mois, pardon, ça te prend 6 mois pour que tu atteignes 10 clients. Et entre-temps, le coût de l'exploitation de ton entreprise est en train de peser sur toi, peser sur toi. Et donc, l'entreprise, normalement, l'entrepreneuriat ne fonctionne pas comme ça. Les gens qui fonctionnent comme ça, c'est des gens qui se sont lancés, pardon, comme je dis, comme les gens comme l'un dit, moi, je suis en affaires, j'ai une idée, j'ai trouvé 2 ou 3 clients, et puis je me lance, je commence à vendre à ces gens-là, et puis on avance. Ça, c'est pas vraiment l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, parce que tu es en train de mettre ton argent, tu es en train de miser sur quelque chose et tu veux que cet argent-là produise tous les mois pour payer le coût de ta vie, payer l'entreprise et continuer à investir pour ton avenir. Donc, il faut que tu te donnes la peine au départ, avant que tu démarres, de faire les étapes qu'il faut, faire les recherches qu'il faut, faire les plans qu'il faut pour qu'au moment où tu démarres dans les bonnes conditions et que les choses marchent. Je ne veux pas dire que tout est souvent parfait parce que l'entrepreneuriat, personne ne contrôle le marché. On a la situation du Covid aujourd'hui pour voir. Mais au moins, quand tu as des bons plans, ça te permet de prévoir que s'il y a des risques, s'il y a tel risque, voilà ce qui va se passer. C'est ça qui fait que parfois les gens prennent des assurances. Pourquoi quelqu'un va aller contracter une assurance qui te couvre pour les inondations, qui te couvre pour les incendies, qui te couvre? Parce que dans ton plan, tu as, en planifiant, tu as essayé de voir, comme je dis, les forces, les faiblesses au moment où tu fais l'étude de marché. Après, tu as vu que peut-être il y a une possibilité de risque ici. Parce que quand tu fais une étude de marché, tu vas aussi établir les risques qu'il y a par rapport à ton projet d'entreprise. Quels sont les risques qu'il y a là-dehors? Et par rapport à ce risque-là, c'est ça qui va déterminer au niveau de ton plan opérationnel, au niveau de ton plan d'action, tu vas définir des choses qu'il va falloir pour que ton entreprise marche bien. Et c'est pour cela que vous voyez parfois les assurances sont différentes. Tu rentres dans telle entreprise, l'assurance est bâtie différemment. Parce que eux, ils ont identifié à l'avance qu'ils risquent d'avoir telle barrière, peut-être telle menace à un certain moment parce qu'il se passe, par exemple, si et ça, c'est peut-être une ville où il y a souvent des tremblements de terre, où les tonnerres arrivent, ou parfois peut-être dans les prévisions, on est en train de dire qu'il se passera ci, il se passera ça. Il y a peut-être une élection qui arrive l'année prochaine et en période d'élection, généralement, il y a des chamboulements ici et là. Si sur toutes ces questions-là, ça rentre en ligne de compte et puis tu prévois. Et quelqu'un va donc mettre une assurance pour que le jour où ça arrive, il y a une assurance qui s'enclenche, qui couvre tous les dégâts et il continue de fonctionner. Et c'est ça qui fait la différence entre ceux-là qui sont là-dehors, qui sont en train de gérer leurs entreprises. Vous voyez qu'ils sont bien, tout avance bien, parce qu'ils ont fait leur devoir à l'avance, bien planifié et ont vraiment tenu compte de tous les aspects qu'il faut pour s'assurer que l'entreprise marche bien et se met bien en place. Et c'est aussi comme ça que toi qui veux partir de ton emploi pour être entrepreneur à temps plein et que tu as ce souci-là, c'est comme ça que tu règles ce souci et que tu te mets dans la tête d'un entrepreneur. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait ses devoirs et qui planifie comme il faut.
La quatrième question, c'est je veux bien y mettre mon argent, mais comment assurer que mes intérêts seraient protégés? Généralement, la plupart, cette question, c'est pour les deux aspects que je disais, ceux-là qui partent et puis qui veulent acheter une entreprise ou ceux-là qui veulent s'associer avec des gens. Parce que oui, il y a souvent eu des grosses surprises. Tu viens acheter une entreprise et puis les états financiers de l'entreprise, c'est tout beau. Ça marche bien, l'emplacement, tout va bien. Tu viens visiter l'entreprise, tu vois de très beaux appareils qui sont assis là, ainsi de suite. Mais c'est juste au moment où tu as fini de signer et que maintenant tu viens au niveau de la gestion que tu touches l'appareil, tu trouves que ouais, l'appareil il est bien assis là, mais en fait il ne marche pas. Ou bien il y a peut-être il y a une pièce dans l'appareil qui manque et en fait cette pièce-là n'existe pas. Et le seul endroit au monde, c'est il faut commander cette pièce-là de la Roumanie peut-être, mais ça prend peut-être 3 mois ou 6 mois pour qu'on te livre la pièce. Et toi, tu as fini d'investir dans cette entreprise-là et tu étais très excité à devoir reprendre l'entreprise et de pouvoir être au contrôle. Et là, il y a toutes ces surprises-là qui sont à l'intérieur. C'est souvent des questions qui arrivent, ou bien le cas des associés où souvent pour t'attirer, là, ils sont là, tout se passe bien, vous rigolez bien. Mais c'est une fois que tu arrives dedans que tu trouves que, mais, en fait, ils ne se parlent même pas, c'est des querelles tout le temps, rien ne marche, la décision n'est pas prise, une décision qui doit être prise en une journée, en 5 minutes de conversation, ils prennent 3 semaines ou 4 semaines, ça ralentit des choses, les fournisseurs sont là-bas, attendent la décision, mais parce que personne n'a pris la décision, ainsi de suite. Et c'est quelque chose qu'on ne t'a pas dit avant et que tu découvres juste au moment où tu t'es associé ou bien tu as déjà injecté ton argent et tu as déjà signé les ententes. Alors, une fois de plus, les solutions que les gens utilisent, c'est d'utiliser un avocat d'affaires, consulter un avocat d'affaires. Tu ne devrais pas aller acheter une société sans qu'il y ait un expert, des experts qui se soient penchés là-dessus, les comptables, les avocats qui vont regarder tous les documents financiers, vont établir les affidavits. Et une des choses qu'ils établissent souvent, ils peuvent mettre une clause dans ton entente d'achat que tu as 30 jours. Ils te donnent une marge de 30 jours pour que si dans les 30 jours, tu vas évaluer, s'il y a un pépin, quelque chose qu'on t'a caché et que tu découvres, ça modifie l'entente d'achat que vous avez signée. Donc, quand tu es dans ce genre de situation et que tu veux te rassurer, utilise des avocats qui vont établir des ententes, mettre des clauses nécessaires qui vont te rassurer. Présente-leur tes préoccupations et ils vont protéger ton investissement, tes intérêts, ton apport là-dedans. Ils vont examiner les documents. Parfois aussi, ça peut être nécessaire de prendre un évaluateur au départ qui va aller examiner les appareils avant que tu ne signes le document. Donc, il y a ces solutions-là qui sont utilisées souvent pour des gens qui sont dans ce cas-là. Parce que la raison que j'aime Ilaki est que l'achat d'une entreprise, devenir associé, ne devrait jamais se faire à l'amiable. Jamais se faire à l'amiable, peu importe, même si c'est un membre de ta famille ou tu es en train de racheter, mets quand même un expert là-dedans. Parce que au-delà même des appareils, tu vas assumer des responsabilités légales. Donc, il faut que tu saches dans quoi tu t'embarques. Il faut que tu ailles savoir si tes intérêts seront protégés. Et c'est pas quelque chose, tu dois juste te poser la question à toi-même ou savoir comment je vais faire. Les experts sont là pour ça. Quand un expert qui va devoir regarder cet aspect-là pour toi, pour que tu règles ça le plus rapidement possible et que tu avances, parce que ce qu'on veut, c'est que tu ne continues pas à te poser des questions qui ne font que t'effrayer et qui font que tu n'avances pas. Donc, ce que la plupart du temps, les gens utilisent, c'est ça. Ils vont juste s'entourer d'experts, les avocats, des comptables, des évaluateurs, des vérificateurs, ainsi de suite, qui vont examiner les documents, les appareils, les équipements, tout ce qu'il y a, établir des protocoles d'entente qui protègent tout le monde et qui te protègent. Et ça fait que tu peux aller de l'avant et signer et avancer, commencer à gérer l'entreprise. L'autre question, c'est je vais attendre jusqu'à ce que j'ai des garanties solides que ça va vraiment marcher. Là, c'est la peur qui
qui est souvent que parfois c'est très, très difficile de pouvoir convaincre ou de répondre à la personne de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire. Normalement, l'étude de marché et l'analyse de la question fondamentale de quelle est la valeur ajoutée que j'apporte avec mon idée d'entreprise. Normalement, c'est ces choses-là qui t'aident à régler cette peur-ci, qui t'aident à répondre à cette question-là. Mais on sait que généralement, au-delà de ça, il y a la confiance de la personne elle-même. Oui, c'est là la question fondamentale de l'entrepreneuriat. Il n'y a garantie à 100% nulle part en entrepreneuriat. Tu peux tout mettre en œuvre et puis tu as une crise cardiaque. Tu peux tout mettre en œuvre, tu as tes partenaires, ton partenaire meurt bien à la dernière minute, ton partenaire change d'avis. Tu peux acheter tous les appareils, commander tout, et puis subitement le Covid arrive, on ferme les frontières et les choses ne rentrent pas. Ça, c'est des choses, c'est la réalité de l'entrepreneuriat. Il y a des choses qu'on contrôle et d'autres qu'on ne contrôle pas. Mais ce qui est très important, c'est quand même la confiance que tu as par rapport à ton produit et par rapport à ton service. Tu as fait des études, tu as examiné, tu as structuré ton idée d'entreprise. À cette étape-là, tu as pu valider que ton idée vaut la peine d'aller de l'avant. Parce que tu as vu qu'il y a un marché, que c'est nécessaire et les gens en ont besoin. À travers ton étude de marché, tu es donc allé confirmer ça là aussi. Et une fois que tu as ces éléments-là, le reste, c'est faire confiance à toi-même, la compétence que tu es en train d'amener. Et l'autre aspect, c'est aussi faire confiance au fait que tu t'es assis, tu as examiné la valeur ajoutée que tu amènes sur le marché, que c'est une idée qui est nécessaire pour le marché, mais que toi-même aussi, en termes de ta valorisation professionnelle, pour ton accomplissement professionnel et personnel même, cette joie que c'est toi qui as mis cette idée en avant et que cette idée peut marcher, c'est tout cet ensemble de choses sur lesquelles tu dois t'appuyer pour avoir la confiance nécessaire pour pouvoir avancer. Et si à ce moment-là, tu as toujours des questionnements, là, je dirais que parfois il faut s'asseoir et parler à peut-être des mentors. Il faut s'asseoir, parler à des gens similaires qui se sont lancés dans le même domaine et puis essayer d'avoir une conversation avec eux, discuter avec eux comment ça s'est passé pour eux, est-ce qu'il y a encore des risques, qu'est-ce que tu dois surveiller, ainsi de suite. Donc, c'est souvent des mécanismes que les gens utilisent à ce moment-là pour pouvoir passer à travers cette peur et passer à travers cette question-ci. Le point 6, qui est l'avant-dernier point, qui est « je n'ai jamais rien dirigé avant ». Alors, il y a un typo là, il faut d'abord que je prenne des cours pour être capable de diriger. Bon, généralement, comme je dis aussi, ça, c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment un entrepreneur, mais qui se pose ce genre de questions. Parce que c'est une question que quelqu'un qui croit à l'entrepreneuriat et puis qui respire par l'entrepreneuriat, jure que par l'entrepreneuriat, ne se poserait pas cette question. Oui, tu n'as jamais dirigé tu n'as jamais rien dirigé. Ça ne veut pas dire que parce que tu n'as jamais rien dirigé, que tu n'as pas des compétences de leadership qui vont te permettre de pouvoir savoir si tu peux piloter ton entreprise. Et la simple chose, c'est que tu fais une évaluation de tes compétences au départ. Et quand tu vas faire l'évaluation de tes compétences, tu vas pouvoir savoir par rapport à ce qu'il faut pour diriger ton entreprise, qu'est-ce que toi, tu peux faire et les autres que tu ne peux pas faire. Tu peux utiliser la sous-traitance pour pouvoir déléguer à d'autres personnes qui vont s'occuper de cette partie-là. Aujourd'hui, la technologie est telle que il y a beaucoup de choses que la technologie peut faire à ta place, qui va t'enlever un peu ces maux de tête-là et puis ce poids et ce stress. Et donc, tu peux utiliser beaucoup d'outils et beaucoup de ressources qui existent pour pouvoir combler un peu ces écarts et combler ces besoins. Et il ne faut pas hésiter à devoir le faire. Quand tu es entrepreneur, oui, c'est vrai que parfois on dit qu'il faut que tu portes beaucoup de chapeaux, mais tu n'es pas obligé de porter tous les chapeaux. Il y a aussi certaines choses où il faut que tu saches tes forces, tu saches tes faiblesses. Et par rapport à tes faiblesses, il n'y a aucun mal à aller chercher des gens qui ont ces forces-là à venir te complémenter
et de venir faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Mais tout ça, ça prend de l'humilité pour accepter que ça, c'est des choses que je ne, c'est pas ma force, c'est des choses que je ne sais pas faire. Donc, il faut que j'aille chercher d'autres personnes qui vont pouvoir le faire. Et le point de départ, c'est vraiment d'évaluer tes propres compétences, de ne pas s'improviser quelque chose qu'on n'est pas. Comme j'ai dit, tu n'es pas obligé de porter tous les chapeaux. Tu vas porter beaucoup de chapeaux, mais tu n'es pas obligé de porter tous les chapeaux. Si tu n'as jamais fait la comptabilité, c'est pas à ce moment-là que tu dois t'improviser comptable ou quelqu'un qui est expert en tenue de livre, ainsi de suite. Il y a des bookkeepers, il y a des comptables qui sont là, que tu peux payer, qui peuvent faire le travail. Si tu ne sais pas créer des sites Internet ou tu ne sais pas faire du graphisme, c'est pas le moment de t'improviser graphiste et commencer à le faire. Si, c'est pas, si ta force n'est pas la vente, parce qu'il y a certaines personnes qui se lancent, mais leur force, c'est vraiment, sont pétrifiées à être là au téléphone, appeler les gens, ainsi de suite. Tu peux diviser en deux. Est-ce que tu peux envoyer les courriels? Est-ce que tu peux constituer les listes, ainsi de suite? Ou alors, tu sous-traites à d'autres personnes qui font ce travail-là et qui ne sont payées que pour faire ce travail et qui vont se faire ce travail pour toi. Et ça va t'aider à pouvoir avancer et avancer de façon plus efficace. La dernière chose, comme j'ai dit, il peut y avoir plusieurs, mais le reste, là, c'est vraiment des choses du cas par cas. La dernière chose, c'est, par exemple, j'ai fait tout ce qu'on m'a conseillé et j'ai tout préparé, mais comment je saurais que c'est le bon moment de faire le saut? Donc, même quand on a tout planifié, tout préparé, à la dernière minute, on hésite toujours. On se dit, ben, est-ce que je devrais? Je ne devrais pas. Mais vraiment, la chose très simple, c'est le plan de lancement. Tout le monde, quand on arrive à ce moment-là, on définit un plan de lancement, une fois de plus, qui va mettre un calendrier, qui va te donner un checklist qui est, est-ce que tu as surveillé ci, tu as surveillé ça, tu as surveillé ça, est-ce que ça, c'est déjà en place? Il y a vraiment un checklist des choses qu'il faut surveiller pour se dire que là, maintenant, je peux aller ouvrir ma porte de façon confiante. Mais même s'il arrive que il y a peut-être une petite chose qui a manqué, mais si c'est une chose qui ne t'empêche pas de pouvoir te lancer, tu peux te lancer pareil et puis corriger au fil des temps rapidement. La liste de démarrage découlant de ton plan d'action dessine aussi un calendrier de réalisation qui te permet de savoir qu'est-ce que tu fais, comme j'ai dit, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Ton plan d'action est vraiment ce map-là qui te permet de savoir comment je vais du point 1 au point 2, au point 3, au point 4. Et puis, mais au-delà du map, ça te donne aussi tous les détails de ce que ça va prendre, qu'est-ce qu'il faut comme équipement, est-ce que tu as fait la promotion, est-ce que tu as prévu la documentation qu'il faut, s'il y a des formulaires que les gens doivent remplir quand ils viennent, est-ce que tu as préparé tes factures, ton système de facturation, est-ce que tu as préparé un protocole de comment tu reçois les clients quand ils arrivent le premier jour, ils arrivent chez toi, peut-être ils franchissent la porte ou quand ils téléphonent, comment on répond, qu'est-ce qui se passe après là, pardon, qu'est-ce qui se fait après, est-ce qu'il y a d'abord une consultation, après c'est là on offre le service ou bien dès l'arrivée, est-ce qu'il faut un rendez-vous, il faut pas un rendez-vous, ainsi de suite. Toutes ces questions-là, c'est des choses qu'on peut un plan de lancement peut te permettre d'examiner ces choses-là pour voir si tu es prêt et si tout est en place pour que tu puisses avancer. Alors, je regarde s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Alors, pour terminer, ça c'est vraiment juste un résumé pour réussir la transition. Les étapes, tout ce que j'étais en train de raconter, là, ça revient à choisir le type d'entrée en entrepreneuriat qu'on est en train de faire. Ensuite, vérifier les conditions exigées et préalables pour pouvoir démarrer ce type d'entreprise, suivre les étapes normales de démarrage d'entreprise, consulter les experts appropriés si on achète ou on s'associe, dresser la liste de toutes les questions, peurs qu'on a au préalable, parce que c'est vraiment mieux de les dresser sur un bout de papier, de s'asseoir, de les écrire, ça va te permettre de les adresser et ça peut aussi faire l'objet de ton checklist avant le démarrage, de savoir est-ce que j'ai répondu à toutes les questions, toutes les préoccupations, toutes les peurs que j'avais
Est-ce que tu as coché aussi ça, que ça a été répondu? Tu dis oui. Et moi, je conseille souvent d'intégrer ça dans ton checklist, toutes les questions que tu avais avant. Obtenir des réponses dans les délais fixés, établir un plan d'action et un calendrier précis de réalisation, mettre en œuvre son plan de lancement. C'est vraiment les choses qu'il y a pour pouvoir faire la transition de façon réussie. Le reste, comme je dis, le reste, c'est vraiment juste les questions de base, de démarrage d'entreprise pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais pour toi qui es employé, qui a une très bonne idée d'entreprise, qui hésite jusqu'à présent, je dis, il faut plus hésiter. Mets tes questions sur les papiers, sur le papier, appelle-moi. On peut passer à travers, on peut t'accompagner à pouvoir y répondre, ou bien va vers d'autres experts qui peuvent t'aider à répondre à ces questions-là pour que tes idées sortent des tiroirs, sortent de ta tête, sortent de ton ordinateur et que ça devienne des projets d'entreprise et des entreprises qui se mettent sur pied parce que toute la communauté en a besoin, toute la société en a besoin. Toi-même, je crois que tu en as besoin parce que ça pourra être une meilleure réalisation professionnelle que là où tu es maintenant à ton emploi. Alors, s'il n'y a plus d'autres questions, je compte sur vous pour nous contacter à tout moment 905-366-1017 pour toutes les questions que vous avez. Et je compte sur vous pour réussir vos projets d'entreprise, continuer à travailler là-dessus pour que bientôt on voit vos entreprises qui fleurissent partout. Continuez à nous suivre sur notre page Facebook à Connecture Canada et continuez à vraiment suivre nos webinaires et suivre les autres activités qu'on va mettre en avant. En attendant, je vous souhaite un bon succès dans vos démarches et un bon succès dans votre processus de démarrage d'entreprise. À bientôt.